Interrogé par la police militaire, on est interrogé par la CIA, le FBI, les services de renseignement français d'ailleurs, enfin un tas de gens. Et les Américains utilisent des techniques d'interrogatoire musclées. C'est comme ça qu'eux appellent ça. Les droits de l'homme, l'organisation des droits de l'homme préfère parler de torture. Donc c'est des techniques que les Américains ont élaborées, comme la privation de sommeil par exemple. Toutes les demi-heures, on est changé de cellule. Donc c'est impossible de dormir. Toutes les demi-heures, on est changé de cellule, on est mis dans la cellule d'à côté. Donc évidemment, c'est impossible de dormir dans ces conditions. Donc une semaine, quand on est bien énervé, bien fatigué, on passe à l'interrogatoire. Il y a l'utilisation de la climatisation, le chaud, le froid, on nous jetait de l'eau froide et puis on mettait la climatisation à fond et puis on pouvait nous laisser toute la nuit dans cette cellule. Il y avait aussi l'utilisation de la musique, les grosses enceintes qui étaient installées dans ces salles d'interrogatoire, avec la musique qu'on nous mettait près des oreilles, très très fort. Et puis des flashs de lumière dans les yeux, les deux en même temps. Il y a donc le fait d'être menotté dans des positions douloureuses aussi. Puis le coup des gardiens, évidemment. Hein. Alors là, c'est une photo qui est à Abu Ghraib, mais on sait que le général qui était à Abu Ghraib, il était avant à Guantanamo, en 2002 et 2004, le général Miller. Donc il s'entraînait chez nous pour aller l'appliquer à Abu Ghraib. Et puis l'utilisation des chiens. Enfin, vous l'avez compris, les interrogatoires se passent mal, vraiment très mal. Alors, s'il y a une bonne nouvelle, malgré tout, dans ce contexte très difficile, c'est qu'on a quelques informations, notamment grâce à la Croix-Rouge. C'est les seuls habilités à venir nous voir. Donc, ils ont le droit de venir nous voir à condition qu'ils ne nous donnent aucune nouvelle de l'extérieur. Et donc, ils nous expliquent qu'à Vénissieux, quartier des Maguettes, il y a eu un comité de soutien qui s'était formé, un peu comme d'ailleurs à l'époque de mon père. Et donc, ils avaient pris par exemple une grande banderole qu'ils avaient collée dans le bâtiment du quartier, on disait rendez-nous, Mourad et Nizar, et puis ils ont pris des avocats. Donc ils se sont battus pour nous faire rapatrier en France. Et donc au bout de 2h30 de détention, à Guantanamo, il y a un militaire américain qui vient me voir et qui me dit tu vas revoir tes amis français, tu vas rentrer en France. Alors moi sur le coup je ne le crois pas, je me dis c'est pas possible. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça, et donc... et puis parfois il y avait de fausses rumeurs aussi dans le camp. Donc moi je le crois que quand je suis dans cet avion, quand l'avion décolle et s'en va pour la France, donc l'avion décolle et là je suis dans l'euphorie. Je suis dans l'euphorie de la sortie, ça y est, je vais rentrer chez moi, le cauchemar est terminé. Je suis comme dans un rêve en fait. Je m'imagine un tas de choses, je vais descendre de l'avion, je vais serrer les parents dans mes bras, je vais rentrer chez moi. Un peu les images qu'on voit souvent d'otages libérés. Non, je pense que ça va se passer comme ça pour moi. Alors quand l'avion atterrit dans la base d'Evreux, une base militaire en France, l'avion s'ouvre et puis je descends de l'avion et là c'est pas ma famille qui est là. Non, c'est des policiers. Donc je descends de l'avion et il y a un policier qui s'approche de moi, qui me met des menottes et qui me dit monsieur vous êtes placé en garde à vue. Alors on va vous expliquer un petit peu la situation, nous Guantanamo on ne veut pas en entendre parler, c'est pas notre problème, c'est le problème des Américains. Ici ça commence à zéro. Et puis quand on est venu vous interroger à Guantanamo, vous avez parlé d'un camp d'entraînement. Et ça nous intéresse beaucoup. Et puis on va vous expliquer un petit peu par rapport à votre famille, parce que vous n'êtes pas au courant. Il s'est passé beaucoup de choses. Alors, votre grand frère, là, quand vous étiez à Guantanamo, lui, il voulait partir faire le djihad. Il avait essayé. Alors, cette fois, c'était la Tchétchénie, un pays de l'Europe de l'Est. Il y avait une guerre là-bas. Et mon frère avait décidé d'aller faire le djihad là-bas. Donc, il est resté quelques jours en Géorgie, il a essayé d'y aller, mais il n'a pas réussi, et puis il est rentré en France. Quand il est rentré en France, il a été arrêté par la police. Donc, on lui avait reproché des choses assez graves. Alors non seulement, en plus du fait de m'avoir envoyé en Afghanistan et de lui-même avoir voulu aller faire le djihad, on lui avait aussi reproché d'avoir voulu préparer des attentats contre les intérêts russes pour la cause tchétchène. Il avait même évoqué à un moment des préparations d'attentats, on a même parlé de produits chimiques, enfin des choses très graves, vraiment très graves. Donc il a été incarcéré et mis en examen pour association de malfaiteurs. Et un an après, on a arrêté la majeure partie des membres de ma famille, parce qu'on avait estimé qu'ils étaient tous complices. On a arrêté mon frère, mon autre frère, celui qui est entre les deux. On a arrêté mon père. Et puis on a arrêté ma mère. Ils ont tous été arrêtés, incarcérés et mis en examen pour association de malfaiteurs. Et donc moi quand j'arrive, regarde à vue en France, non seulement le cauchemar continue, je suis mis en examen pour association de malfaiteurs et puis je suis en détention provisoire. Donc cette incertitude de l'avenir que j'avais connue à Guantanamo se poursuit. Donc on me dit qu'avant de retrouver la liberté, il y a d'autres qui vont couler sous les ponts, mais en plus je suis incarcéré avec la majeure partie des membres de ma famille. Et donc je suis envoyé dans la prison de Fleury-Mérogis, une des plus grandes prisons d'Europe,
d'ailleurs dans la même prison que ma mère, parce que ma mère était aussi à Fleury. Et on va tous rester en prison, toute la famille, comme ça, pendant 2 ans. Alors évidemment, c'est pas facile d'être en prison incarcérée avec sa maman. Alors j'essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc on m'explique, on me dit, ben oui, ta maman, quand ton frère il était en Géorgie, tu sais, elle lui a envoyé de l'argent. Et puis ta mère, elle était au courant de ton frère, quand ton frère, elle n'a rien fait. Donc pour nous, elle est complice. Puis ton papa, c'est un imam radical. Ben oui, vous avez piqué dans le djihad, certainement. Et donc, pour nous, c'est lui, c'est à cause de lui, tout ça. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'au bout de 2 ans, on est libéré, chacun à son tour. Donc mes parents sont jugés pour association de malfaiteurs, ils sont condamnés. Et ils sont expulsés vers l'Algérie, ils sont victimes de ce qu'on appelle la double peine, condamnation plus expulsion. Où ils sont interdits définitifs du territoire. J'ai mon grand frère qui prend la peine maximale, donc il reste en prison. Et puis moi, je me retrouve en procès. Alors je ne suis pas fier. Bon, au moins, j'ai l'occasion de m'expliquer. Puis je suis content. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais je suis content. Je suis devant le juge, je lui dis, monsieur le juge, je suis content d'être ici. Alors le juge, il n'a rien compris. Il a dit une distillation. Comment il me dit qu'il est content d'être là? Bah oui, moi je suis content d'être là. Même mon avocat m'a dit, mais Mourad, si t'arrives, tu peux faire ça. À Guantanamo, ça va te faire un sacré effet. Parce que, bah oui, vu de France, c'est une contrainte d'être dans un procès, de s'expliquer, la crainte de la sanction. Mais vu de Guantanamo, c'était un luxe. Et moi, j'en avais conscience. Et donc, je suis condamné à 1 an de prison. Donc une peine inférieure à ce que j'ai déjà fait en détention provisoire. Et puis je suis relaxé en 2e instance. Puis le parquet va faire annuler la relaxe. Puis on va se pouvoir en cassation. Et puis aujourd'hui, on est devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est pas terminé. Mais je suis libre. Et donc je me dis maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça? J'ai ma famille qui est complètement éclatée, j'ai une vie à reconstruire. Et donc je décide d'écrire un livre. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait du bien de raconter quand on a vécu des choses difficiles. La deuxième, c'est que j'en avais marre qu'on disait de nous qu'on était la famille des terroristes. Non, les choses étaient plus compliquées. Et puis que moi, si j'avais pu me retrouver dans un camp d'entraînement, j'ai voulu expliquer les circonstances dans lesquelles j'avais pu me retrouver dans cette situation. Et que j'étais à des années-lumière de la participation à un projet criminel, même si les apparences, évidemment, jouaient contre moi. Mais surtout, quand j'étais à Fleury-Mérogis, il y avait des jeunes qui venaient me voir. Qui me disaient, Mourad, j'ai vu dans les médias que tu étais parti faire le djihad. Et pour moi, tu es un héros. Et quand je vais sortir de prison, je vais faire pareil. Et là, j'ai compris qu'il y avait un problème. Donc j'ai expliqué à ce jeune, mais non, c'est pas ça, t'as rien compris. Non seulement je suis pas parti pour faire le djihad, et puis tu parles du djihad, d'abord, est-ce que tu sais ce que c'est? Non, pas. Tu sais ce que j'ai vu, moi, là-bas, c'est pas des gens qui défendaient l'orphelin, non, c'est pas ça. Non, non. J'ai vu des gens qui m'expliquaient que les attentats suicides, c'était bien. Voilà la réalité de ce que j'ai vu. Et les talibans, t'as vu, ils se sont barrés, le jour où les Américains ont bombardé. Voilà la réalité de ces gars. Ben, j'essaie de lui expliquer la complexité des choses, cet envers du décor que lui, certainement, n'avait pas conscience. En tout cas, j'avais compris qu'il y avait des gens qui pouvaient s'identifier à mon histoire pour les mauvaises raisons. Et donc, j'ai écrit ce livre, et puis j'ai eu l'occasion de témoigner dans les écoles, notamment, dès 2006, pour raconter ce parcours. C'est ce que je fais depuis toutes ces années. Alors aujourd'hui, j'ai l'occasion de le faire un peu partout, dans les écoles, en prison, à la rencontre de détenus, pour la protection judiciaire de la jeunesse, des établissements pour mineurs, et puis dans les quartiers avec des associations de terrain, où j'essaye de faire profiter mon parcours. Alors moi je ne suis pas donneur de leçons, je leur raconte tout ce que je vous ai raconté ici, dans l'espoir qu'au moins ils puissent avoir des outils critiques, au moins pour ne pas absorber de façon aussi facilement cette propagande qu'on leur apporte souvent. Et c'est comme ça que je suis aussi là devant vous, dans la continuité de ce travail que j'ai commencé à faire depuis toutes ces années. Voilà, merci d'avoir écouté.